pour l'attente. On a eu quelques problèmes techniques, donc on commence un petit peu en retard. Néanmoins, c'est donc une nouvelle séance du cycle de philosophie de l'Université permanente. Comme vous savez, c'est sur le matérialisme. Et donc là, on arrive à une séance assez essentielle pour ce cycle, puisqu'après avoir vu le matérialisme de plusieurs auteurs, eh bien, ce soir, la question, ça sera du rapport entre le matérialisme et puis les sciences. Donc pour cela, ce soir, on reçoit Didier Gilles, qui est professeur au lycée Fénelon à Paris. Et je le remercie au nom de l'Université permanente et je lui cède tout de suite la parole. Merci tout d'abord à toute l'équipe de l'Université permanente animée par Florian Gully. Merci à Amado. Merci aussi à Cause Commune et à mon ami Guillaume Roubaud-Kachi. Et puis merci à vous tous, bien sûr, de prêter attention à ce que je pourrais dire concernant le rapport entre les matérialismes et les sciences. Tout ça au pluriel. Je partirai de quelques questions. Comment définir parmi les philosophies le matérialisme au singulier? Comment définir parmi les sciences la science au singulier? Et comment, dès lors, concevoir là aussi leur rapport au singulier? Plusieurs difficultés préliminaires qui concernent d'abord les divers états ou les époques, les diverses époques du matérialisme et de la science. Suivant les états historiques de la philosophie, schématiquement, on peut répertorier des matérialismes dont les définitions peuvent plus ou moins s'accorder, ce qui pourrait permettre ainsi de concevoir une unité, mais qui reste à mes yeux problématique, du matérialisme au singulier. Alors, l'option matérialiste, je dirais, la plus radicale, consiste dans ce que j'appellerais un exclusivisme, c'est-à-dire que c'est une notion qui consiste à nier toute autre réalité que celle de la matière entendue dans le sens le plus restrictif, mais aussi du coup le plus indistinct. Tout d'abord, c'est l'idée qu'il existe quelque chose qui est toujours déjà là, une réalité simple, au principe d'êtres qui sont composés et plus globalement au principe d'un tout ordonné qui peut être un tout qu'on appellera au pluriel le tout des mondes. Ce peut être aussi tout simplement des tout à l'intérieur de ces tout qui sont donc des réalités composées à partir de réalités simples et dont la caractéristique matérialiste fondamentale est évidemment que rien de tout cela, ni la composition, ni les réalités simples surtout, ne se résoudront jamais dans le néant pur et simple. Bref, l'idée en question, c'est l'idée qui correspond pour nous communément à l'idée moderne de matière, un être unique de toute chose, qui n'a ni commencement ni fin, donc c'est un être incréé, incorruptible, bref, un être éternel, et à partir duquel tout vient à exister
et à partir duquel tout ce qui existe est explicable. Ce quelque chose éternel, on appellera donc la matière, est considéré comme entièrement naturel. Ça ne procède d'aucune autre réalité surnaturelle, divine, qui soit de l'ordre d'une pensée créatrice ou d'une pensée architecturale des choses et de leur totalité ordonnée. Ce quelque chose d'universel, en outre, il est perceptible à tout être humain, pas nécessairement dans tous ses détails, mais il est perceptible à tout ce qui en nous fait que nous sommes des êtres doués de sensibilité. Et cette matière, elle nous apparaît avant tout par sa résistance tangible. En tout cas, c'est ainsi que dans la Grèce antique, ce que j'appellerais les proto-matérialistes de l'époque archaïque, donc 7e, 5e siècle avant notre ère, en discutent et ils en cherchent le caractère en quelque sorte principiel. C'est-à-dire, ils s'interrogent en termes de cause première, entièrement naturelle, sans transcendance donc, rien d'étranger, rien de supérieur aux données naturelles, et à quoi on pense d'abord ? La terre, bien sûr, l'eau, le feu, l'air, selon une fameuse fiction théorique, qui est la fiction des 4 éléments primordiaux. Et par suite, c'est de la même manière que les proto-matérialistes, qu'on appelle les pré-socratiques, cherchent également donc quelles sont les propriétés sensibles intrinsèques de ces éléments. Le froid, le chaud, l'humide, le sec, le fluide, le solide, etc. Alors, en ce sens assez donc exclusiviste, comme j'ai dit, l'esprit ou la pensée, ses idées, et chez l'homme la conscience, ne constituent bien entendu aucune réalité distincte. Ce ne sont que des mots, au fond, sans référent réel, et dont par suite la signification est considérée comme nulle. Tout est matière, et rien que matière. Je qualifierais ce matérialisme-là de matérialisme éliminativiste. Et à cette option, on peut faire correspondre les présupposés de la science moderne, présupposés implicites, y compris, je crois, ceux de la région des sciences humaines ou sociales, sciences de l'homme, bref, de toute la science, qu'aujourd'hui aucun scientifique n'ose plus même désigner pour les sciences humaines du nom de science de l'esprit, comme faisait encore le sociologue et philosophe allemand Dilthey au XIXe siècle. Comme vous le savez, les seuls subsistent à la rigueur la distinction entre sens dur et science molle, ou entre explication exacte et interprétation probable. Il y a une deuxième option concevable, qui n'exclut pas absolument la réalité humaine de l'esprit, de la pensée, de ses idées, de la conscience. Mais, alors, la réalité de l'esprit va se trouver directement identifiée à des faits matériels. Et dans l'époque moderne, qui est encore donc la nôtre, notamment à des faits neurophysiologiques. La conscience serait un processus cérébral, ce qui définit ce que j'appellerais un matérialisme, donc non pas éliminativiste, mais en tout cas réductionniste. Ce réductionnisme exclut toutefois qu'il y ait une réelle hiérarchie des choses. Il n'y a pas
selon l'expression du spiritualiste Ravesson au XIXe siècle, qu'on prête d'ailleurs faussement à compte, il n'y a pas de réduction du supérieur à l'inférieur. Hein, parce que qui dit supérieur, inférieur, dit hiérarchie. Or, il n'y a pas de hiérarchie. À l'opposé de toute hiérarchie des choses, il y a, il me semble, dans le matérialisme, une idée fondamentale, qui d'ailleurs s'accorde fort bien avec les options communistes de Marx, l'idée d'une égalité, on la trouve déjà chez Épicure, sous le terme d'isonomia, d'égalité fondamentale de tous les divers aspects pris par la matière. Il y a donc identité, bien sûr, de l'esprit à des faits matériels, mais c'est une identité dans la différence, et être égaux, ce n'est pas être identique. Voilà. Alors, j'ai là situé, pour commencer, deux extrêmes, et entre ces deux extrêmes, je pourrais encore schématiquement répertorier, évidemment, bien d'autres matérialismes, lesquels ont tous en commun, certes, de dénier toute réalité indépendante à l'esprit, mais qui ont aussi en commun, justement, de ne pas être aussi radicaux, peut-être, c'est-à-dire de faire de la pensée un résultat, un produit, une expression ou un aspect de l'unique réalité qui est celle de la matière. Et il en va ainsi, grosso modo, entre autres, de 4 options matérialistes dont j'ai fait le choix, pas tout à fait arbitraire, mais tout de même. Il fallait bien faire des choix. 4 options qui ont ceci de commun qu'elles affirment, je dirais, à minima, la priorité de la matière eu égard à l'esprit. D'abord, il y a, je dirais, le matérialisme qui demeure au fond quand même le plus réductionniste de ces 4 options. Matérialisme selon lequel la pensée est l'aspect que prennent les opérations du vivant, opérations considérées d'après le modèle scientifique de la machine, ce qu'on appelle le mécanisme, y compris donc les opérations, pour employer l'expression consacrée depuis Descartes, les opérations de l'animal-machine. Et ce matérialisme est aujourd'hui, je crois, encore l'option philosophique dominante qui semble se dégager des recherches scientifiques sur le vivant en général, y compris le vivant humain. J'appellerais cette option matérialiste matérialisme mécaniste, qui est d'origine cartésienne et qu'on peut situer donc dans la première moitié du XVIIe siècle. Alors pourquoi matérialisme mécaniste ? Eh bien, au sens où le modèle scientifique du mécanisme, qu'est-ce que c'est ? C'est celui d'une explication de la totalité des processus réels par le mouvement de la matière, un mouvement exclusivement entendu comme déplacement dans l'espace, mouvement local, mouvement selon le lieu, comme aurait dit Aristote. C'est un modèle inauguré par la science astronomique de Copernic, et c'est aussi le modèle d'après lequel Galilée va conférer ses premières bases conceptuelles et méthodologiques à la science nouvelle, la scienza nuova, c'est-à-dire la physique princeps, celle que nous connaissons, et qu'on appelle la science mécanique.
Un mot sur Galilée. Galilée reprend la philosophie d'origine démocritéenne, hein. Il reprend la philosophie physique des atomes. Mais il la met en rapport avec la vieille théorie mathématique qui est celle des indivisibles. Du coup, c'est ça qui est intéressant, il parvient à mettre hors de course la vieille théorie aristotélicienne de la matière et de la forme, et il parvient à construire une physique du mouvement, du coup, qui est une physique indépendante de la métaphysique d'Aristote. J'y reviendrai plus tard. La définition aristotélicienne du mouvement, c'est une définition d'après laquelle le mouvement est un passage de la matière à la forme, matière qui n'est être qu'en puissance, à la forme qui va lui donner sa réalité achevée, qui va la faire être en acte. Évidemment, avec Galilée, tout ça n'a plus aucun sens. Alors, ce matérialisme-mécanisme, c'est le trait commun des philosophies les plus notoires du XVIIe siècle, celle de Hobbes, dont je crois il a déjà été question, et du coup je me suis dit que ce serait peut-être pas la peine d'en parler davantage, celle de Gassendi, qui à l'époque est l'égal et le rival de Descartes, bien que tout ça ait été oublié sous l'aura dont bénéficie le cartésianisme en France. Gassendi, qui défend un atomisme néo-épicurien et qui entretient, du point de vue scientifique, des liens très solides avec l'astronomie, copernicienne bien sûr, dont il est lui-même un spécialiste éminent. Néo-atomisme de Gassendi, qui entretient aussi des liens avec la mécanique de Galilée. C'en est un partisan, c'en est un propagateur. Et puis j'ajouterais que c'est aussi un atomisme, néo-atomisme, qui entretient des liens étroits avec la médecine, et en particulier la médecine de l'anglais Harvey. Harvey, c'est celui qui a découvert le principe de la circulation sanguine à partir du modèle mécanique du cœur, conçu par analogie avec le modèle de la pompe, et qui est encore aujourd'hui, évidemment, l'hypothèse scientifique acquise. Il y a d'ailleurs au passage que Descartes, lui, ne pouvait pas admettre l'hypothèse de Harvey. Descartes ne pouvait pas, bien que lui aussi participe en quelque façon, et que je vais préciser, de ce matérialisme mécaniste propre au XVIIe siècle. Bien entendu, fondamentalement, le cartésianisme, ce n'est pas un matérialisme, puisque Descartes affirme avant tout, vous le savez tous, l'existence d'une réalité immatérielle dont il fait le propre, la substance propre du sujet pensant, une substance spirituelle, entièrement indépendante et hétérogène, eu égard à la substance des corps. Dans la représentation métaphorique de ce que c'est que le savoir, en général, Descartes se représente un arbre dont, je le signale tout de même, la physique n'est que le tronc et dont les racines sont la métaphysique. De sorte que la pensée cartésienne est, c'est bien connu, dualiste. Et ce dualisme implique l'existence, cependant, donc, de l'existence de la matérialité d'une matière qui n'est pas pensante, qui est même incapable de penser en aucune manière,
c'est la substance des corps que Descartes identifie à l'étendue. Et cette identification, évidemment, ne le rapproche pas du tout de Gassendi et donc de l'épicurisme, puisque de ce point de vue essentiellement mathématique, cette identification de la matière à l'étendue, eh bien, ça exclut l'existence du vide et ça exclut même l'existence des atomes. Cependant, la philosophie cartésienne des corps est une physique corpusculaire. C'est quand même une physique corpusculaire. Descartes conçoit le monde et ses processus selon la combinaison, selon le mouvement de particules de matière, même si ces matières, donc, si ces particules ne sont pas des particules indivises, donc littéralement atomiques, insécables, tout simplement parce que l'étendue étant mathématiquement pensée, comme je le disais à l'instant, elle est une étendue continue, et donc elle peut être indéfiniment divisée. Alors ce mécanisme, il comporte chez Descartes, bien sûr, des effets matérialistes au point de vue des sciences physiques. Par exemple, dans le domaine de l'optique. Sans entrer dans le détail, je dirais donc simplement que tout, en matière de sciences physiques, selon Descartes, s'explique par l'étendue, figure géométrique, grandeur mathématique, et par le mouvement local, lui-même géométriquement mesurable, mouvement que, par ailleurs, mais corrélativement, la métaphysique cartésienne, son idéalisme dominant, conçoit comme ayant bien sûr été introduit dans le monde lors de la création divine et en une quantité qui est d'emblée invariable. À partir de là, oui, effet matérialiste indéniable, toute considération de finalité en particulier se trouve exclue, de sorte que le monde peut être représenté par le seul jeu des lois du mouvement et du choc des corps. Ce type d'explication vaut tout de même pour l'ensemble des êtres de la nature, y compris les animaux, qui ne sont que des machines, donc, à la différence de l'homme, au corps machine duquel est problématiquement uni un pur esprit immatériel. Ça vaut donc pour tous les processus biologiques. Tous les comportements des vivants s'expliquent exclusivement par la disposition et le mouvement de leurs parties. Et il en va donc aussi, stricto sensu, du corps humain en tant que tel. Tout ce qui, dans la psychologie de l'être humain, implique l'union avec le corps, c'est-à-dire la sensibilité, l'affectivité, tout ça, ça relève d'explications du même ordre. La théorie de l'animal-machine, telle qu'elle était exposée dans le traité de l'homme, c'est aussi une théorie du machinal dans l'humain. Aujourd'hui encore, implicitement dérivé du matérialisme de Hobbes et de cette physique cartésienne des corps, mais plus directement en vérité rattaché et explicitement rattaché au positivisme logique, c'est-à-dire au tenant du manifeste du cercle de Vienne au début du XXe siècle, valent d'autres figures contemporaines d'un matérialisme que j'appellerais néo-mécaniste, et qui est surtout anglo-australo-américain, anglo-saxon pour faire bref. Ce sont des figures étroitement liées aux recherches en neurophysiologie et surtout aux modèles scientifiques d'origine behavioriste, comportementaliste, on pourra traduire comme ça, modèle qui s'est développé, vous le savez, largement ces derniers temps surtout, sous le nom d'intelligence artificielle. La conscience
serait donc un processus cérébral, l'homme serait une machine de Turing, ou encore, pensons même au matérialisme de Jean-Pierre Changeux, le cerveau de l'homme neuronal, c'est le titre du livre de Changeux dans les années 80. Ce cerveau, c'est un cerveau câblé. J'essaierai de revenir aussi brillamment que possible en conclusion sur les billevesées actuelles du transhumanisme qui peuvent découler de ce genre d'orientation matérialiste. Ensuite, il y a un matérialisme moins réductionniste encore. C'est un matérialisme selon lequel la pensée est un épiphénomène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un phénomène, la pensée est un phénomène secondaire, spirituel, qui ne peut rendre compte ni de la création de la matière, ni de sa complexification. J'appellerais donc ce matérialisme-là épiphénoméniste. C'est un matérialisme, disons, selon lequel la pensée est un simple effet, en reflet, en miroir des processus matériels fondamentaux. Mais j'attire votre attention sur le fait que cet effet ou ce retentissement mental n'est pas censé pour autant agir en retour sur ces processus matériels. Il s'agit là du coup d'un matérialisme un peu bancal. Parce que comment expliquer dans ces conditions que les idées de la pensée consciente des êtres humains, eh bien, elles puissent réciproquement déterminer des processus matériels? Eh bien, à cette question, justement, une option matérialiste plus récente, et qui garde encore une grande actualité, donne une réponse. Un matérialisme moderne est tout à fait concevable, qui va, bien entendu, admettre le caractère autonome de la pensée, mais sans admettre pour autant que l'esprit soit une toute autre réalité, une réalité qui serait absolument indépendante de la matière. Ce genre de matérialisme, il conçoit que la matière peut devenir une matière pensante, et cela en vertu d'un processus chimique, biologique ou biochimique, qui est un processus qu'on peut appeler un processus d'émergence. Émergence en quel sens? Au sens où la complexification de la matière fait apparaître à chaque niveau de composition de ces éléments, et surtout au niveau de la composition, des niveaux où la composition atteint le stade le plus complexe, je veux dire le stade biologique, celui de l'organisation, proprement dite, celui de l'organisme, eh bien, fait apparaître donc à chacun de ces niveaux, et au niveau supérieur, dirons-nous, des processus par lesquels les macromolécules, les tout organiques qui sont engendrés, ou les structures qui les ordonnent, sont des réalités qui ont acquis des propriétés qui pourtant n'appartenaient pas aux éléments matériels de base dont elles sont issues. Processus d'émergence. Donc, en ce sens, c'était déjà, il est vrai, la conception atomiste des épicuriens. Pour Épicure, il n'existe pas d'atome intrinsèquement vivant, d'atome intrinsèquement pensant. La vie, la pensée, tout ça résulte de combinaisons d'atomes qui, en eux-mêmes, n'ont aucune de ces propriétés-là. Donc, ce sont des processus d'émergence, la vie et la pensée. Ce faisant, vous le voyez, la pensée n'est pas tenue pour une chimère, elle n'est pas tenue pour une fiction nominaliste, puisque on conçoit que, au terme d'un processus d'évolution biologique des processus de la matière, la pensée ait pu devenir agissante. Et la science darwinienne, au XIXe siècle,
je crois, offre des appuis à une telle option matérialiste. Et c'est pourquoi on peut appeler ce matérialisme-là, finalement, émergentiste, mais on pourrait aussi bien l'appeler un matérialisme évolutionniste. Et on sait l'importance, d'ailleurs, qu'a eu la lecture de Darwin par Marx. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les sciences du 19e, puis du siècle dernier, ont offert au matérialisme une extension de modèles dont il peut s'inspirer. Les sciences ont pu offrir des arguments sur lesquels le matérialisme peut s'appuyer du fait des nouvelles connaissances scientifiques et même de moments révolutionnaires dans cette période-là. En particulier dans le domaine des sciences physiques et de l'astrophysique, l'apparition de la thermodynamique, l'apparition de l'électromagnétisme, ça a produit une extension du concept au départ mécaniste de force, une extension des types de changements donc, dont les sciences rendent compte, ce qui permet une généralisation des principes de conservation, de constance de la matière, et donc un dépassement déjà des modèles élémentaires du mécanisme de la classique dont je parlais tout à l'heure, en même temps qu'une certaine unification, une tendance en tout cas à l'unification de la représentation du monde. Ensuite, dans le domaine des sciences plus récentes encore, puisque là c'est surtout pour l'anthropologie le XXe siècle, fin XIXe, début XXe, mais globalement dans les domaines que je rassemblerai qui sont ceux de la chimie, de la biologie, de l'anthropologie. Il est clair que l'essor de l'évolutionnisme de Darwin, et puis jusqu'à la théorie synthétique de l'évolution, qui intègre les bases de la génétique, cet essor-là, il est décisif, parce qu'il conduit à situer les êtres vivants, y compris l'espèce humaine, dans une série de lignées où les structures vivantes les plus récentes et les fonctions nouvelles qui leur correspondent dérivent en définitive de formes de vie ancestrales. Cette évolution de la vie procède par des mécanismes. Ces mécanismes, on peut les analyser selon le principe scientifique du déterminisme, c'est-à-dire en termes de rapports nécessaires entre des phénomènes de milieu externe, phénomènes du milieu interne, l'organisme lui-même. Donc une nécessité, mais qui est toujours une nécessité relative, conditionnelle. C'est ça le principe du déterminisme. Tout ça suggère donc la continuité d'un processus qui conduit de la matière inorganique à la vie en général, la matière organique, puis à la vie de l'être humain, sans discontinuer les actions et les œuvres que produit l'être humain. De son côté, le développement assez rapide de la chimie, et notamment de la chimie organique, et par suite de ce qu'on appelle la biochimie, ça a permis l'extension des connaissances sur justement la chimie des processus vitaux. Et ça a invité à ouvrir la frontière qui traditionnellement proscrivait tout passage de l'inerte, l'inorganique, au vivant, l'organique. Maintenant, concernant l'être humain lui-même, au XIXe siècle, il y a d'importantes découvertes sur l'anatomie du système nerveux, sur ce qu'on a appelé les localisations cérébrales, les différentes zones correspondant à différentes fonctions de la pensée. Tout ça, ça va donner
des premières assises scientifiques, finalement, à une hypothèse philosophique matérialiste, fondamentalement matérialiste, puisque c'est celle de la dépendance rigoureuse des faits de la conscience par rapport à la matière cérébrale. Toutes ces orientations convergent avec d'autres qui ouvrent le champ le plus récent, qui est celui des sciences humaines, de la fin du XVIIIe encore aujourd'hui, jusqu'à notre siècle. Alors il y a évidemment les débuts des sciences paléontologiques, ethnographiques, puis de l'ethnologie proprement dite. Bon, on peut penser au grand fondateur, l'américain Morgan, l'anglais Edward Tyler, et puis bien sûr les Français, André Leroi-Gourhan, Lévi-Strauss, et Maurice Godelier, qui est toujours des nôtres. Tout cela contribue à faire entrer dans le cadre de la pensée scientifique l'antique hypothèse matérialiste d'un développement naturel de l'humanité. Développement à partir de l'animalité. C'était une idée déjà esquissée, plus qu'esquissée même, dans le chant 5 du poème de Lucrèce, de la nature des choses, épicurien romain au dernier siècle avant notre ère. Et puis il y a bien sûr l'économie politique. Je veux dire, l'économie, si on la purge de ses réquisites pro-capitalistes. La sociologie, elle aussi, débarrassée de l'individualisme méthodologique qui est au service du grand capital. L'économie politique, tout de même, se constitue en science des bases matérielles des rapports humains. Et dans le même sens peuvent aller toutes les transformations de la connaissance historique aussi. L'histoire scientifique, celle qu'on enseigne aujourd'hui, qui est une histoire positive, qui n'est plus du tout une histoire normative, exemplaire. Tout ça, ça inaugure un champ d'investigation, qu'on appellera science de l'histoire, et qui tend à dépasser le cercle étroit de l'action des grands hommes, comme on faisait autrefois, des événements politiques et militaires. Il s'agit alors seulement de s'étendre ou plutôt, il s'agit justement de sortir de ce cercle étroit pour s'étendre au mouvement, au processus de la vie matérielle, aux mouvements sociaux, la réalité matérielle des hommes, sans exclure d'ailleurs justement le mouvement des idées, le mouvement des mœurs. Alors, bien entendu, la matière dont je parle ici se présente de façon, vous le comprenez bien, de façon de plus en plus plurielle et de plus en plus complexifiée. Et de même, il en va par conséquent du matérialisme qui se pluralise dans ce que j'appellerais des matérialismes régionaux. Il y a le plus ancien et le plus constant, qui vaut encore aujourd'hui, celui que j'appellerais le matérialisme naturaliste ou physicaliste, quand il s'agit du tout de l'univers, que ce soit à l'échelle macrologique ou à l'échelle micrologique, univers que l'on conçoit comme étant indépendant de tout esprit, de toute pensée créatrice ou de pensée architecte. Et puis, plus récemment, comme vous l'avez compris, un matérialisme biologique ou biochimique. Désormais, qui contesterait que les vivants ont un caractère exclusivement matériel et que la vie n'est pas un mystère. Et puis, matérialisme psychologique et je dirais éthique. La vie psychique, la vie affective, les orientations de nos mœurs, tout ça, ça peut être conçu et même objectivement observé d'un point de vue matériel. Vous voyez comment font aujourd'hui, en particulier les sociologues,
et ceux qui sont, à mes yeux, les plus rigoureux, les sociologues du travail. Ce qui me conduit donc à l'idée aussi d'un matérialisme que j'appellerais sociologique ou historique, sans mauvais jeu de mots, ou matérialisme culturel. Il s'agit des processus matériels qui rendent compte des processus sociaux de la vie humaine, que ce soit les processus de production économique, bien sûr, mais aussi de production langagière, symbolique, plus largement, et qui a l'intérêt notamment d'abolir une opposition encore persistante, parce que les sciences humaines sont loin d'être toutes enclines au matérialisme, mais l'opposition entre individu et société, un individu qui serait libre et conscient dans un rapport à une société qui serait contraignante et inconsciente dans les obligations qu'elle nous imposerait. Il s'agit alors d'étudier globalement les rapports sociaux propres à cet ordre collectif qui régit la vie des êtres humains, et cela sans que les déterminismes sociaux indéniables que les sciences mettent en évidence, nient ce que j'appellerais la libre nécessité des actions humaines, des productions humaines. Alors c'est dans ce contexte des deux précédents siècles qu'advient un nouveau matérialisme capable finalement de définir le mode sur lequel doivent être conçus non seulement l'évolution naturelle de la vie, mais aussi et surtout le processus proprement historique qui constitue la vie humaine. Ce mode, c'est le mode d'une causalité en retour, d'une implication réciproque ou d'une interaction entre des causes et des effets. Et c'est ce qui permet de concevoir un type de cause agissante, de cause productrice, dont est capable la matière vivante, et en particulier bien sûr la matière des êtres humains, dès lors que cette matière vivante elle est apte à se penser elle-même, elle est apte à se changer elle-même d'après ses représentations, comme elle est capable de le faire à l'égard d'ailleurs de toutes les autres manières d'être de la matière, y compris donc en agissant sur la matière inerte, et cela à tous les niveaux, à toutes les échelles de la complexité matérielle. Ce nouveau matérialisme, vous le connaissez bien, je pense, il est résolument non mécaniste, et on peut l'appeler dialectique. Il répond à la question que je laissais en suspens tout à l'heure de l'insuffisance, en quelque sorte, de l'épiphénoménisme. Vous le savez, les noms de Marx et de Engels sont attachés à ce matérialisme-là. Et ceci d'ailleurs bien que Engels, lui, parle de dialectique matérialiste, et non pas de matérialisme dialectique. Matérialisme dialectique, c'est bien plus tard. C'est une locution qui vient d'un philosophe socialiste allemand qui s'appelait Dietzgen, et puis surtout du marxiste russe en 1918, je crois, Plekhanov. Alors cette dialectique matérialiste, elle réélabore toute une série de principes anciens du matérialisme. Ce qu'elle pose surtout, c'est bien sûr que toute chose est mouvement, ça c'est pas nouveau, mais ce qui est plus nouveau, c'est que, en disant cela, on pense qu'il s'agit d'une transition de moment plutôt que d'une suite d'états. On déspatialise en quelque sorte le temps, pour mieux justement s'éloigner du matérialisme mécaniste.
la dialectique matérialiste, ainsi, elle s'oppose donc évidemment au caractère immuable que la métaphysique des essences prête aux choses et aux déterminations. Au contraire, elle accorde le primat au changement sur l'essence, supposée fixe et immuable. Elle accorde le primat au processus sur ce qu'on appelle les choses. Et les processus eux-mêmes sont compris comme des tout pris dans un mouvement global, des tout qui sont finalement plus réels encore que les éléments matériels que l'analyse, bien sûr, doit isoler, si elle veut les appréhender convenablement, mais que l'approche dialectique, justement, doit rétablir dans leur connexion, au lieu de les maintenir dans leur isolement, de les juxtaposer dans leur indépendance, dans leur extériorité réciproque, comme le fait abstraitement la métaphysique, et comme le faisait, à la même époque, le matérialisme mécaniste. Alors, c'est une idée hegelienne, vous le savez, que Marx et Engels reprennent sous le nom de dialectique matérialiste, et l'idée qu'ils reprennent à leur compte de Hegel, selon les formules consacrées, pour la remettre sur ses pieds, ou pour la dégager, comme tel un minerai de sa gangue mystique ou idéaliste. Cette idée hegelienne qu'ils reprennent, c'est la pensée de l'enchaînement d'ensemble et du mouvement global qui implique, constitue et prenne en compte la contradiction, non pas entre les choses, mais dans la réalité même des choses. C'est la pensée donc de l'unité des contraires, de l'interpénétration des contraires, puisqu'au fond, jamais aucun élément matériel n'est strictement identique à soi, n'est strictement lui-même. Il est toujours pris dans un rapport à son autre, fameuse thématique héritée de Hegel, de l'aliénation, qu'on a parfois traduit aussi par extranéation, pour éviter de donner un sens psychopathologique au processus du passage à l'autre. Donc des contradictions, des structures de contradiction sont à l'origine, du point de vue de cette dialectique matérialiste, du développement et du dépassement de chaque moment des choses. Les principes donc les plus généraux de ce matérialisme d'inspiration dialectique, c'est l'unité des contraires, la négation de la négation, le passage de la quantité à la qualité, et en particulier le développement par bond ou rupture. C'est aussi une conception de la transition qui est tout à fait opposée au caractère finalement au mieux évolutionniste du matérialisme naturaliste. Le matérialisme naturaliste, l'ennui, c'est qu'il reste rivé à des modèles de développement continuiste, qui est capable de penser des révolutions. Alors ce matérialisme, il paraît pouvoir ainsi, je dirais, en définitive, prendre en compte le développement d'ensemble de toutes les sciences. Toutes. Physique, chimique, biologique, et même les sciences humaines, comme on vient de le voir. J'arrêterai là cet aperçu qui n'est évidemment pas du tout exhaustif. J'ai dit, j'ai fait des choix. De cet aperçu, on peut probablement conclure deux choses. D'abord, première chose, pour beaucoup de matérialistes, on peut considérer qu'ils entretiennent un rapport que j'appellerais élémentaire aux sciences.
élémentaire, c'est-à-dire que matérialisme et science ont en commun des éléments sûrs, des éléments de certitude, des éléments à partir desquels il s'efforce de concevoir la diversité et la complexité des phénomènes matériels. Et deuxième conclusion possible, de ce rapport privilégié des matérialistes et des savants est, du fait de cette matérialité, de cette élémentarité, un rapport aux sciences qui n'est évidemment pas accidentel, qui n'est pas fortuit. Mais qu'est-ce qui est essentiel au fond ? Ce qui est essentiel dans ce rapport, c'est uniquement que la positivité des sciences semble tout à fait homogène au fond, avec une certaine positivité scientifique. Je veux dire celle de matérialistes qui sont en principe hostiles à toute tentation métaphysique, sans être pour autant des positivistes, au sens qu'on tient. Ils sont hostiles à toute tentation métaphysique. Une positivité philosophique habite tout matérialisme, ne serait-ce que par un refus nominaliste, opposé justement à l'essentialisme idéaliste. Non, pour dire la chose simplement, l'idée du chien n'aboie pas. Ce qui aboie, c'est la réalité en chair et en os du chien, exemple bien connu. Non, ce qui fait que l'être humain pense consciemment et qu'il parle, ce n'est pas je ne sais quel esprit cartésien immatériel, mais c'est l'aptitude d'un corps dont l'esprit, comme disait Spinoza, en matérialiste là-dessus, à mon avis, un esprit dont Spinoza disait que justement, il n'est rien d'autre que la représentation du corps. On pourrait donc dire, en effet, qu'il y a une sorte de pacte qui unit tacitement la pensée scientifique et la pensée matérialiste, et que globalement ce pacte oblige également l'une et l'autre. On peut le dire sous certaines conditions. On peut le dire s'il est vrai que, d'une part, le propre des sciences, c'est de n'avoir affaire qu'à ce qui relève du matériel, qu'à ce qui ressortit du rationnel, mais un rationnel qui se cantonne dans les limites de l'expérience sensible de la matière, c'est-à-dire les phénomènes, ce qui apparaît de la matière. Et on peut le dire s'il est vrai aussi que pour sa part, le matérialisme, qui rejette depuis l'origine l'affirmation de toute réalité transcendante, est une position philosophique selon laquelle il n'existe rien en dehors de la matière, ni rien en dehors des propriétés que les hommes peuvent connaître de cette matière par la raison et la sensibilité, c'est-à-dire par leur accord de la raison et de la sensibilité. Là-dessus, une rapide remarque. Fondamentalement, il ne change rien aujourd'hui que la sensibilité humaine soit conjuguée à la sensibilité d'appareils de laboratoire. Cette pratique scientifique que Bachelard définissait comme une phénoménotechnique. La science, c'est une fabrique de phénomènes, disait-il. Ça ne change rien parce qu'il s'agit au fond seulement de pallier, je dirais, les limites de la sensibilité naturelle des hommes, en donnant de façon artificielle, indirecte, à observer, à expérimenter plus finement aussi, des phénomènes qui, naturellement, sont peu accessibles à nos sens, ou parfois pas du tout. C'est ce qu'il faisait dire à Bachelard, il n'y a de science que de ce qui est caché désormais. Ce en quoi il s'opposait à l'idéalisme kantien, pour qui, justement, il n'y a de science que des phénomènes, c'est-à-dire que de ce qui apparaît et qui n'est jamais caché. Mais des phénomènes, justement, dont, pour Kant, la matérialité était réduite aux sensations brutes
et donc n'était pas constitutive de ces phénomènes, en vérité. Qu'est-ce qui est constitutif des phénomènes pour un idéaliste comme Kant? C'est le sujet pensant, moyennant des formes qu'il appelle a priori, c'est-à-dire totalement indépendantes de l'expérience sensible, des formes a priori de la sensibilité humaine, l'espace, le temps, et aussi des concepts eux-mêmes dits a priori de l'entendement humain, c'est-à-dire de la faculté de connaître humaine, et en particulier le concept de causalité. C'est ça qui, aux yeux d'un idéaliste, structure notre perception indépendamment de notre expérience sensible. L'idéalisme de Kant, il situe le matérialisme exactement de la façon dont il situe le mécanisme du XVIIe siècle, du XVIe, XVIIe siècle. C'est-à-dire, il le situe comme une position qui est nécessaire à la science, bien sûr, c'est-à-dire qui vaut à titre méthodologique pour la connaissance des phénomènes de la nature, mais comme une position qui en même temps est fondamentalement incapable de se justifier elle-même. C'est-à-dire incapable d'expliquer la constitution du sujet conscient, du sujet pensant, et donc de satisfaire en particulier aux exigences de la morale ou de l'esthétique. Donc pour Kant, évidemment, seul un idéalisme peut rendre compte de la constitution du sujet pensant. Et cette critique kantienne, elle s'appuie sur une conception, on le voit bien, limitative du matérialisme, étroitement liée au mécanisme d'une part, et qui le conduit à considérer, au fond, oui, l'atomisme comme la seule physique vraiment matérialiste. Une physique qui lie, se faisant à l'empirisme, épistémologiquement, et, en définitive, au sensualisme. L'empirisme étant au principe du matérialisme et le matérialisme conduisant au sensualisme. Et ceci, pourquoi? Du fait que dans tous les cas, pour Kant, la sensation brute joue le rôle de la matière à l'égard d'autre chose qu'elle, c'est-à-dire de la forme de la connaissance, laquelle ne dépend pas de la matière, et se trouve dans la constitution d'un sujet dont Kant n'osera pas affirmer, comme auparavant Descartes, qu'il est une substance immatérielle. Il dira, bon, je ne peux pas le prouver, mais bon, j'en ferai volontiers un postulat, au moins d'un point de vue moral. Voilà. Donc à cet égard, je souligne la différenciation moderne des pratiques scientifiques, lesquelles, par là même, sont fort éloignées de ce qu'on a, à peu près tous, je pense, appris à l'école, c'est-à-dire le schéma traditionnel, surtout depuis Kant, justement, d'ailleurs, qui allie l'expérience et la théorie, mais dans un rapport de subordination, bien sûr. Subordination de l'expérience à la théorie. Et cela moyennant l'observation ou l'expérience, disons, provoquée des phénomènes naturels. Et j'attire votre attention sur ces procédés nouveaux de la validation scientifique moderne et contemporaine, à quoi s'ajoute aussi, ou se substitue dans bien des cas, et même de plus en plus, les expériences de pensée, la mathématisation très forte aujourd'hui des modèles de recherche, bien avant d'en passer à l'expérimentation, d'en passer au laboratoire. Et puis, s'ajoutent aussi les pratiques de la simulation technique en général, par ordinateur en particulier. Mais simulations techniques en général, par exemple celles que permettent en microphysique les accélérateurs de particules ou en astrophysique les supertélescopes ou les sondes spatiales, etc. etc. Bref, les théories scientifiques
sur la dynamique de la matière au niveau de ses microstructures, de ses constituants les plus élémentaires, mais aussi au niveau de ses mégastructures astrophysiques. Tout ça, ça suppose, comme disait Bachelard, un cogito d'appareil. C'est-à-dire surtout pas le cogito cartésien, tout seul, méditant devant son poêle. Ça suppose aussi, du coup, un interrationalisme, disait Bachelard, c'est-à-dire ce qu'il appelait aussi l'union des travailleurs de la preuve. Il faut désormais compter plus que jamais avec une pensée humaine qui n'est pas la pensée d'un sujet solitaire, qui n'est pas une méditation. Et il faut aussi compter avec les activités qui réalisent cette pensée interrationaliste et qui la réalisent dans des transformations de la matière. Nous sommes capables de transformer la matière. Les techniques nouvelles ne sont pas seulement des techniques de découverte, mais ce sont des techniques de fabrication, de création de matières nouvelles. Tout ça, ça appartient désormais à l'histoire de la matière. Que ce soit au niveau chimique ou au niveau atomique. Je pense aux isotopes, ou autrefois les éléments dits transuraniens, ou au niveau biologique, le cas des techniques scientifiques de la sélection naturelle, des espèces, pas naturelles, pardon, artificielles, des espèces, les techniques bien sûr de la procréation médicalement assistée, pour les humains comme pour d'autres espèces animales, et puis aussi bien sûr les techniques de modification génétique, les fameux organismes génétiquement modifiés. Et à cet égard, je dirais volontiers comme Bachelard l'a autrefois souligné, que l'esprit de la science moderne, et a fortiori de la science contemporaine, c'est celui en effet c'est ainsi qu'il l'appelait, d'un matérialisme technique, donc il opposait, avec le matérialisme naturaliste, originel. Bien entendu, il s'agit toujours de connaître les lois d'une nature unique et uniquement matérielle. La destination d'une telle connaissance reste la même. Il s'agit bien de mieux maîtriser, de tirer pratiquement parti des propriétés matérielles. Au fond, on est en train de réaliser le fameux aphorisme de Francis Bacon dans le Novum Organum en 1620, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Pourquoi cette sentence révèle-t-elle d'ailleurs une contradiction dialectique qui n'est pas du tout étrangère à la nature? Eh bien parce que, comme disait le même Bacon, science et puissance aboutissent au même, parce que l'ignorance de la cause prive de l'effet, et que ce qui, dans la spéculation, vaut comme cause, vaut comme règle dans l'opération technique. Autrement dit, c'est bien en imitant la nature, c'est-à-dire en conformant la causalité technique de la science à la causalité physique de la matière, que désormais la technique scientifique fait accomplir en somme à la nature ce qu'elle ne réalise pas d'elle-même spontanément. Il reste que la nature aurait pu ou pourrait réaliser cela d'elle-même. Et on doit ainsi comprendre que l'actualité des êtres naturels, eh bien, je veux dire les êtres naturels tels que nous les connaissons, n'épuisent pas tout ce qui est naturellement possible. La nature n'épuise pas tout le possible. Alors cet esprit d'un matérialisme technique, il est inséparable d'un rationalisme aussi, mais d'un rationalisme non idéaliste. L'expérience, bien sûr, doit se soumettre à des modèles théoriques. Pas question de s'en tenir à l'expérience vulgaire, à l'expérience commune, à l'expérience immédiate, au vécu, comme on dit. Mais la raison, en retour, la raison doit non moins s'appliquer à l'expérience moyennant des montages expérimentaux, qui eux sont artificiels, où l'on produit des phénomènes, où on fabrique des phénomènes inédits, et de manière à valider matériellement les hypothèses théoriques.
Donc tout appareillage scientifique est désormais, de façon conjointe, un prolongement et de la raison et de la sensibilité, de la raison et de la sensibilité réunies, enfin réunies, je dirais même. Au point de vue de la science, si matérialisme il y a, eh bien, ce matérialisme est rationnel, et le rationalisme de la science est matérialiste, ou, comme disait Bachelard, rationalisme appliqué. Et au reste, l'idéal rationaliste des matérialistes, tout au long de leur histoire, est parfaitement constant. C'est un idéal qui est attesté par la parfaite rigueur logique de l'argumentation des matérialistes. Je pense en particulier à la lettre à Hérodote d'Épicure, qui est un modèle du genre, ou même à l'éthique de Spinoza, un autre modèle du genre, mais aussi attesté par la vive acuité des critiques que les matérialistes adressent à l'encontre de ce qui incline à toutes sortes d'obscurantisme, notamment les balivernes des dogmes religieux. Alors par là même, on pourrait aussi s'expliquer, d'autre part, la revalorisation philosophique, cette fois, récente, de la matière. C'est-à-dire, on pourrait s'expliquer la place bien plus honorable que la matière occupe désormais dans la réflexion philosophique, dans l'enseignement philosophique. On pourrait se l'expliquer en faisant valoir l'unité complexe que les recherches et les résultats scientifiques modernes et surtout contemporains offrent à ceux que j'appellerais les philosophes, les authentiques, j'entends, c'est-à-dire les amis du savoir, pas les idiotocrates pseudo-intellectuels médiatiques qui n'ont pas même une expérience journalistique de terrain. Je pense, parmi ces amis du savoir, à Bachelard bien sûr, mais aussi à Canguilhem, à François Dagognet, qui nous a quittés assez récemment, qui avait écrit un magnifique livre qui s'appelait « Rematérialiser », ou plus récemment, je pense à Francis Wolff ou à Anne Fagot-Largeau. Et conjointement, on pourrait aussi s'expliquer le renversement historique incroyable, plutôt récent lui aussi, qui s'est produit concernant la valeur accordée au matérialisme, aux philosophies matérialistes dans l'histoire de la philosophie et dans son enseignement. Et je pense ici bien sûr aux travaux décisifs d'Olivier Bloch qui, je crois, conclura ce cycle sur le matérialisme. Et en effet, je dois là-dessus dire ou rappeler que l'histoire de la philosophie, pour la plus grande part, celle de la domination des philosophies idéalistes, voire se faisant des philosophies anti-matérialistes. De ce point de vue, qu'est-ce que c'est, du point de vue des philosophies idéalistes, qu'est-ce que c'est que la matière, si du moins les philosophies idéalistes l'admettent, qui est le plus souvent le cas, à l'exception de Platon et du platonicien de Cambridge, qui était Berkeley, l'immatérialisme fameux de Berkeley. La plupart des idéalistes admettent au moins un certain dualisme. Mais ce qui est sûr, à chaque fois, c'est que cette matière, à ce point de vue-là, c'est depuis longtemps l'objet d'une péjoration. Voilà. Les idéalistes la présentent généralement comme un rebut, une réalité qui est en elle-même indéterminée, pas ou peu déterminante. Elle est régulièrement présentée comme le plus bas degré du réel et du point de vue des valeurs, comme dans la métaphysique chrétienne et néo-platonicienne aussi, d'ailleurs, de Plotin, au IIIe siècle de notre ère. La matière est à ce point rabaissée au plus bas degré de l'échelle des êtres, qu'elle est même tenue pour la racine du mal. Ce qui est peut-être la seule justification qu'on puisse encore donner aujourd'hui de l'utilisation vulgaire et péjorative du mot matérialiste. Celui qui, au fond, se vautre au plus bas degré à la réalité des êtres. Donc tout idéaliste, peu ou prou, a toujours dévalorisé la matière au profit de l'esprit, des idées ou des formes considérées comme transcendantes. Sinon,
dans le cas de l'immatérialisme, les seuls réels. Même Aristote, qui pourtant invente le sens philosophique du mot matière, hein, il l'invente d'ailleurs à partir d'une métaphore, qui est celle du bois. Matière, au départ, c'est hulé en grec, le bois sur pied, le bois de construction. Moyennant quoi, Aristote, contre Platon, hein, donne évidemment une certaine dignité philosophique à la matière. Mais même Aristote, qui conteste frontalement pourtant ce réalisme platonicien de pure forme, immatériel, éternel, immuable, eh bien il ne le fait qu'en lui opposant que, dans toute chose, la forme, qui est pourtant inséparée et inséparable de la matière, il faut quand même l'en distinguer, méthodologiquement du moins, parce que la forme, c'est la seule cause essentielle qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, son essence, qu'elle est ceci ou cela, qu'elle est tel ou tel étant, hein, compris, défini en son genre, son espèce, voire en son propre. De là l'ambivalence de la philosophie aristotélicienne de la nature, ce qu'on appelle sa physique, qui est en vérité, qui n'a rien de scientifique, qui est une physique purement spéculative, aussi spéculative d'ailleurs que celle d'Épicure à la même époque, hein. Pas de science expérimentale dans l'Antiquité. Hein. Ambivalence parce que, bien sûr, il y a quand même une physique, alors que chez Platon, la physique est quasiment absente. Hein. Mais cette physique philosophique, elle constitue un point de départ pour Aristote, mais finalement elle débouche sur quoi? Sur une métaphysique et une métaphysique finaliste, hein, sur une théologie, une science du divin, c'est-à-dire d'une forme séparée, d'une forme pure, qui est celle d'un être surnaturel et qui est conçu comme le premier moteur immobile, c'est-à-dire le seul moteur qui explique fondamentalement le mouvement de tous les êtres naturels, c'est-à-dire de tous ces composés inséparables de matière et de forme. Et cette réalité divine, elle est conçue donc comme, selon l'expression d'Aristote, comme être en tant qu'être, et non pas en tant qu'étant ceci ou cela. Et être un être pur de cette sorte, c'est en vérité donc évidemment en état parfaitement accompli, il ne nous manque rien, donc pas de mouvement, d'où l'immobilité, c'est ce qu'Aristote appelle l'acte pur, et cet acte qui consiste en quoi? En une pensée qui se pense elle-même. Et voilà d'où vient, voilà pourquoi votre fille est muette, comme disait Molière. Voilà d'où vient en tout cas, assurément, dans le christianisme catholique, le christianisme thomiste, hein, l'idée d'une pensée créatrice, d'un Dieu dont le verbe soit créateur. Oui, j'oublie pas. Alors, donc cet être, cette pure forme, cette réalité divine est immobile, c'est elle qui explique le mouvement. Pourquoi tous les êtres naturels sont-ils en mouvement? Comment ça s'explique? Eh bien précisément du fait d'un déficit d'être, principalement imputable à la matière. Voilà. Considérer absolument, la matière n'est quelque chose qu'en puissance, dit Aristote, et ne devient provisoirement d'ailleurs en acte ou en état accompli que par l'effet donc d'une cause non matérielle, une cause qui lui donne forme, qui l'informe et qui lui donne sa fin, voilà, qui oriente son mouvement. Bref, la physique d'Aristote au départ, c'est une philosophie de la nature qui prend partiellement en compte ce que j'ai appelé le proto-matérialisme de certains présocratiques, et même le matérialisme atomiste de Démocrite, dont il discute, et auquel il rend un peu justice. Mais finalement, c'est tout sauf une science, la physique d'Aristote, et moins encore une science de la matière.
Et c'est ainsi que l'idéalisme domine globalement dans la philosophie d'Aristote. C'est pourquoi les philosophes matérialistes, d'abord innommés et innommables, Platon les appelle les fils de la terre, et ce n'est qu'au XVIIe siècle, avec Henry Moore et Leibniz, que va apparaître le mot matérialiste en anglais, d'abord, et ensuite le substantif matérialisme. Donc, fin du XVIIe, début XVIIIe siècle. Alors, vous comprendrez que, évidemment, tout ça nous paraît bien révolu. Qu'un vieux tabou semble à présent avoir été levé. Il semble que, outre ce long décrit, ce grand déni, ait pris fin une certaine manière d'écrire à l'histoire de la philosophie, qui avait tendance justement à rapetisser les héros, hein. J'évoquais Descartes tout à l'heure, de la philosophie idéaliste, en les présentant seuls en scène, ou amputés d'une partie d'eux-mêmes. C'est le cas typiquement de Descartes, et aussi d'Aristote. Je pense que désormais bien moins nombreux sont les professeurs de philosophie qui pensent encore comme autrefois le philosophe Alain, que le matérialisme est une faute. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut que s'étonner qu'il y a encore 100 ans, un célèbre physicien, mathématicien, Henri Poincaré, ait pu faire état d'une situation qu'il jugeait plutôt nauséabonde, lorsqu'il affirmait, je le cite, que parmi les théories scientifiques, il y en a qui sentent particulièrement le matérialisme. C'était en 1918. Alors bien sûr, il disait ça en se bouchant étrangement le nez, parce que cependant, il ajoutait, je le cite là encore, ces théories sont celles qui se rattachent à l'atomisme ou au mécanisme. L'atomisme, depuis Démocrite, a toujours eu des partisans, et il faut reconnaître qu'il est bien séduisant. Alors, Poincaré pensait bien sûr à la portée scientifique de travaux décisifs pour la reconnaissance de la réalité de l'atome. Pendant longtemps, l'enseignement en France a nié sa réalité. On le pensait en termes de nombre atomique. Donc reconnaissance capitale, décisive de la réalité de l'atome en chimie des éléments, et puis aussi bien sûr dans la physique de l'électricité. Et alors il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Démocrite. Il écrit « L'électron est un véritable atome d'électricité ». Alors les temps semblent donc avoir bien changé en un siècle. La matière des philosophes, je dirais, semble s'être scientifiquement émancipée du couple, conceptuellement inégal, dans le mariage duquel, pour suivre l'autre métaphore, celle-là non plus la métaphore sylvestre d'origine grecque, où déjà le bois d'Aristote ne vaut guère s'il n'est pas fécondé ou travaillé. Mais l'autre métaphore, c'est la métaphore lexicalisée à partir du latin, qui est une métaphore assez sexiste, comme vous le savez peut-être, où la materia jouait le rôle subalterne, bien sûr, de la mère, mater, ou de la femelle reproductrice, matrix, une mère nature donc, certes, mais en elle-même inféconde, inévitablement soumise au joug de l'esprit mâle, et qui, pour donner naissance, c'est l'idée même de la nature, eh bien, dépend du père, de l'autorité d'un père. Corrélativement, la représentation du rapport entre science et matérialisme ne sert plus aujourd'hui, comme ce fut le cas il y a encore un siècle, pensons à Bergson, ne sert plus de pièce à conviction d'un procès à charge. Aujourd'hui, un philosophe qui revendique la cause matérialiste n'a plus guère raison de maintenir, je dirais, la confusion d'origine grecque, au fond, entre un auteur et un accusé, c'est-à-dire l'auteur d'un crime. Aition, en grec, c'est à la fois la cause, l'auteur et l'inculpé, en tribunal. Entre parenthèses, c'est ce qui me conduit à m'interroger
À quoi bon écrire aujourd'hui un livre intitulé « Apologie du matérialisme » De quoi aujourd'hui le matérialisme serait-il accusable pour se justifier d'une telle défense, apologie de Socrate, c'est la défense de Socrate contre ses accusateurs, en grec. Mais bon, passons. Alors, parvenu donc au constat que je viens de faire d'une réhabilitation de la matière et des matérialistes, on pourrait s'imaginer, in fine, que la philosophie matérialiste serait en passe, finalement, de se résorber entièrement dans les sciences, que la philosophie matérialiste serait sur le point de perdre son autonomie, d'épuiser ses généralités spéculatives, fort vraisemblables depuis longtemps, voire démontrables même, et bien de les épuiser dans des vérités théorico-expérimentales, celles des sciences, alors même que, justement, les sciences vont dans la direction exactement opposée, c'est-à-dire en se spécialisant, et donc en se diversifiant. On pourrait, mais il serait inexact d'affirmer que tout matérialisme se ramène à un scientisme, et réciproquement, que tout scientisme est matérialiste. Bien entendu, une certaine dérive philosophique du marxisme a bien eu la tentation d'un tel dogmatisme, ce qui a produit les effets intellectuels et politiques désastreux que vous savez. Mais le dogmatisme matérialiste, quel qu'il soit d'ailleurs, n'est au fond qu'un fantasme suicidaire. Je veux dire, si un jour, perspective qui n'a rien d'une évidence prédictive, si un jour les progrès scientifiques devaient mettre un terme aux illusions, aux préjugés qui s'enracinent dans l'ignorance, dans l'obscurantisme, mais alors il faudrait aussi admettre que le matérialisme philosophique serait aussitôt voué à disparaître, puisqu'il n'aurait en somme plus aucune raison d'être. C'est là qu'il faut rappeler que le matérialisme, c'est avant tout une option critique, pas dogmatique, mais critique, qui remet à l'endroit ce qui est le plus souvent mis sens dessus, dessous. En grec, ça porte un nom très savant, anatreptique. Remettre à l'endroit ce qui est sens dessus, dessous. En tout cas, c'est pour le moins une philosophie, sinon sceptique, en tout cas anti-dogmatique. Bref, à considérer donc mon sujet sous l'angle d'une histoire des sciences, il me semble que la philosophie matérialiste n'est pas la raison d'être des sciences, et aussi, par suite, que la science ne saurait se définir, plutôt, philosophiquement, par le matérialisme. D'où la double position que je vais simplement exposer en guise de conclusion, parce que je ne pourrai pas développer. Premièrement, il est faux que peu à peu les philosophies matérialistes se soient unifiées pour devenir un seul et même matérialisme scientifique. Et deuxièmement, de manière réciproque, il me semble non moins erroné de penser, de considérer que la pensée scientifique définisse désormais de façon intégrale et fondamentale ce que Bachelard appelait un nouvel esprit matérialiste. Voilà. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, je pourrais peut-être à ce moment-là en dire davantage.